Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus au jour 3 du camp des carrières 2024, au cours desquels vous apprendrez à élever votre carrière vers de nouveaux sommets. Donc, veuillez noter que cette séance sera offerte en anglais et en français simultanément. Donc, afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la session anglaise. If you intend to join the session, the English session, please return to the lobby and select the English session over there. Je voudrais entamer en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Donc, le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et l'unique but est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Comme toutes les sessions du RJFF, celle-ci sera enregistrée afin que vous puissiez consulter les enregistrements et les enseignements à une date ultérieure. En plus des enregistrements sur la chaîne YouTube, nous proposons cette année une façon d'apprendre, une nouvelle façon d'apprendre, une série de balados des sessions du camp de carrière. Et après le camp, les balados seront disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Nous aimerions également souligner que la présentation PowerPoint de chaque session, donc toutes les présentations sont disponibles sur notre page Wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Donc, je me présente à vous, je m'appelle Samira et je serai votre modératrice durant cette session. Donc, pour une description physique de moi-même, je suis une femme noire, je porte des lunettes en ce moment, puis une robe verte. Le fond derrière moi, donc c'est le fond du camp de carrière 2024 qui vous encourage à élever vos carrières vers des nouveaux sommets. Donc, avant de commencer, donc vous avez ma biographie sur l'écran. N'hésitez pas aussi à me contacter. Vous avez le lien LinkedIn, le lien de mon profil LinkedIn dans le chat également. Donc, avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage rapide. Il ne s'agit pas d'un test, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour nous lancer un peu dans la journée. Donc, la première question, c'est comment définirez-vous le terme numérique par rapport à votre rôle dans la fonction publique? Puis, on vous demande aussi si vous avez entendu parler des normes relatives au numérique du gouvernement du Canada ou les avez-vous utilisées dans votre travail? Alors, donc je vois que j'essaye de regarder donc les résultats du sondage donc. On va voir. Ah, donc les résultats sont rentrés. Donc, heu, 50 donc toute la moitié des personnes aujourd'hui disent que il implique l'utilisation des technologies et des données électroniques. Puis un autre nombre assez important, donc 39 des personnes pensent qu'il s'agit de l'utilisation d'outils et de plateformes numériques pour améliorer la prestation de service. Puis pour ceux qui ont déjà entendu parler des normes relatives au gouvernement du Canada ou qui les ont utilisées dans leur travail, on en a 25 qui les connaissent et les utilisent régulièrement, mais la plus grande partie quand même, qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, vous êtes au bon endroit. Puis, pour ceux qui le connaissent, c'est toujours une manière de renforcer donc les capacités. Donc, je voudrais maintenant vous présenter les panélistes que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui et je vous remercie donc de votre participation au sondage aussi. On va commencer par Isa David. Isa se consacre avec passion à aider le gouvernement fédéral à attirer, conserver et développer les divers talents numériques dont il a besoin pour fournir des services de qualité aux Canadiens. Elle a 20 ans d'expérience dans le domaine du gouvernement numérique et de la formation professionnelle et dirige actuellement une équipe responsable de la première stratégie du gouvernement du Canada en matière de talents numériques.
Dans ses libres temps, Isa consacre une grande partie de son temps à son rôle de chef d'équipe bénévole des services d'intervention d'urgence pour la Croix-Rouge canadienne au Québec. Donc, merci à Isa d'être avec nous. Nous avons aussi avec nous Roxane Dion. Elle s'est rejointe à la fonction publique fédérale en 2010, d'abord à l'Agence du revenu du Canada avant de passer au ministère de la Défense nationale. En juillet 2022, Roxane a rejoint l'Académie du numérique de l'École de la fonction publique du Canada pour mener l'équipe des produits du numérique et contribuer à offrir des expériences d'apprentissage significatives autour du gouvernement numérique à tous les fonctionnaires. Et en dehors du travail, vous trouverez Roxane en train de s'amuser avec sa famille. Et finalement, nous avons avec nous Catherine Weber, qui est directrice chez Apolitical, donc Apolitique, la plateforme d'apprentissage où elle supervise les partenariats, notamment avec le FCDO et le Central Digital and Data Office du Royaume-Uni, l'École nationale du gouvernement du Brésil et le gouvernement du Western Cape en Afrique du Sud. Elle a passé plus de 15 ans à travailler dans les plateformes, les cours en ligne, notamment dans des postes antérieurs chez Future Learn et Epigem, Oxford University Press. Cathy est titulaire d'un doctorat de l'Université Brown aux États-Unis, où elle a créé et dirigé des expériences d'apprentissage en ligne. Donc, tout comme moi, les profils LinkedIn des panélistes sont dans le chat, donc n'hésitez pas à leur dire un bonjour. Donc, merci à tous encore une fois, à tous les participants de votre participation au sondage. Puis, on va commencer avec les informations à l'écran qui répondent aux objectifs d'apprentissage de la session. On a commencé par Isa, donc. Merci, Samira. Alors, oui, je pense que c'est une bonne idée de commencer, partir le bal là, avec une compréhension commune de ce qu'est le numérique. Il existe plusieurs définitions, vraiment. Alors, je ne sais pas que c'est la seule, mais voici une définition du numérique qu'on est en train de tester au secrétariat du Conseil du Trésor présentement. Alors, c'est la manière dont l'intégration des personnes, des compétences, des comportements, de l'information et de la technologie façonne notre travail et nos modes d'interaction. Ce qui est important à noter ici, c'est que quand on parle de numérique, on ne parle pas exclusivement de technologie ici. La technologie est une composante qui peut nous aider dans notre efficacité au travail, mais on parle plutôt ici d'une culture dans l'ère du numérique et tout le monde, étant spécialiste du numérique ou pas, fait partie de cette culture au gouvernement du Canada. Alors, rehausser la culture du numérique est une priorité gouvernementale depuis plusieurs années. On va donc vous parler aujourd'hui de compétences numériques fondamentales pour tous qui vous aideront tout au long de votre carrière. Je vais passer la parole à Roxane qui va premièrement vous parler des normes numériques du gouvernement du Canada pour commencer. J'étais surprise là, quand même, je pense que c'était quoi, 39% qui n'avaient pas encore entendu parler. Alors, je vous invite à écouter attentivement. Merci, Issa. Oui, moi aussi, j'ai été un petit peu surprise. En même temps, j'ai été surprise du 25% qui les utilisent régulièrement. Donc, ça, c'était comme le petit baume là, sur le choc du 39%. Donc, oui, les normes numériques, ben, vous les voyez à l'écran. Il y en a 10. C'est 10 principes directeurs vraiment qui aident le gouvernement à créer des services qui sont centrés sur l'utilisateur. Donc, les normes, ça fait de la même façon que ça disait que le changement de culture envers le numérique, c'est une priorité pour le gouvernement depuis plusieurs années. Donc, les normes du numérique, je pense qu'elles ont été lancées autour de 2018. Donc, ça fait comme déjà 5-6 ans qui sont comme en effet à l'intérieur du gouvernement. Et ils ont été créés en suivant un peu les principes des mêmes normes, donc de façon ouverte, en collaborant avec les intervenants clés et le public. Et donc, en partie les utilisateurs des services concrets au gouvernement, que ce soit des utilisateurs internes ou parfois, puis plus souvent, dans le fond, les utilisateurs externes, donc le public, les gens qu'on sert.
différents avantages à adhérer à ces normes au niveau de la prestation de service puis de l'expérience utilisateur. Mais plus que ça, c'est aussi des avantages pour les gens qui travaillent avec ces normes-là au niveau de l'expérience au travail. Donc, les normes vont offrir une plus grande souplesse dans la conception de services publics qui sont faciles à utiliser. Puis aussi, vous en entendez souvent parler dernièrement, hein, qui sont dignes de confiance pour les Canadiens. Ça permet aussi une plus grande ouverture puis une plus grande attention sur les utilisateurs que nous servons. Donc, c'est vraiment eux qui sont au centre de ces normes numériques-là. C'est important de noter, puis Isa a touché un petit peu tout à l'heure en parlant de compétences, c'est que les normes sont là pour guider les équipes dans la conception de services pour servir au mieux nos utilisateurs. En leur fournissant comme un idéal à atteindre, comme un objectif, si on veut, sans les contraindre à y adhérer de façon vraiment rigide. Donc, il ne faut pas que ça soit vu comme quelque chose, comme une boîte, il faut absolument rentrer à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment l'esprit de la chose. C'est vraiment qu'on cherche à promouvoir leur adoption et adaptation au contexte de chacune des équipes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est là comme un principe, on dit c'est un principe directeur, c'est là pour guider vraiment, pour aider les fonctionnaires dans leur travail à tous les jours, mais pas vraiment dans le point de vue individuel, mais vraiment au niveau de l'équipe tous ensemble. Une des choses qu'on nous demandait, c'était de donner un exemple de comment ça avait été mis en pratique, peut-être de façon avec beaucoup de succès. Puis, une des choses qu'on a fait récemment à l'École de la fonction publique, c'est qu'on a fait une étude de cas, mais en vidéo. Donc, on a une série de 5 vidéos qui présentent une étude de cas, justement, du guichet emploi. Donc, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc, le guichet d'emploi, c'est un service pour permettre de connecter les entreprises qui cherchent à doter des postes avec les chercheurs d'emploi. Et puis, donc, on a documenté dans ces vidéos-là vraiment comment ils ont utilisé les principes qui sont propres aux normes du numérique. Donc, les principes de la méthode agile, de la gestion de produits, donc vraiment centrés sur l'utilisateur avec des itérations fréquentes suivies de tests auprès de ces mêmes utilisateurs-là. C'est une équipe qui a collaboré largement à l'interne avec des équipes multidisciplinaires. Donc, quand on parlait d'équipe, c'est que c'est pas seulement sur l'expertise d'une personne, mais c'est vraiment la combinaison d'aller chercher différentes disciplines puis de les mettre ensemble pour vraiment avoir une vision globale là, de tout ce que ça nous prend pour avoir une conception de service qui est vraiment bonne. Ils ont pris des décisions qui sont basées sur les données, qui ont recueilli à travers des observations, des fois à travers des sondages, des formulaires de rétroaction auprès des utilisateurs. Puis, c'est avec lesquels ils ont conçu le service pour les utilisateurs. Donc, tu sais, c'est, on va dire, conçu avec moi et pour moi. Donc, ils ont vraiment pris ça à cœur dans leur projet du guichet emploi. L'autre chose, c'est que l'éthique, la sécurité, la protection des renseignements personnels, l'accessibilité, c'était pas comme une pensée après, oh, on va s'en occuper plus tard. Dès le départ, ce sont des principes qu'ils ont mis en application dans leur travail pour s'assurer que vraiment c'était une vision d'ensemble qui toucherait ces points-là, puis qui aurait du succès, parce qu'on le sait que quand on y pense par après, il faut souvent revenir par en arrière pour essayer d'arranger les choses, puis là, ça devient vraiment compliqué. Donc, ça, c'est un petit peu une étude de cas. Vous pourrez aller voir le site. Si vous cherchez simplement guichet emploi, vous allez être capable de le trouver. Puis, vous pouvez aussi aller sur le site de l'École de la fonction publique. Vous pouvez visionner cette étude de cas-là en cinq parties. C'est disponible à partir du web directement. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans la plateforme pour y accéder. Donc, avant de passer la parole à Isa, ce que j'allais dire, c'est que vous pouvez trouver plus de détails sur les comportements qui sont propres à chacune des normes dans le guide sur les normes relatives au numérique. Encore facilement trouvable juste en cherchant ça dans votre fenêtre de furteur, là, dans votre Google. Et ça va peut-être pouvoir vous permettre à réfléchir sur comment vous pouvez influencer l'équipe dont vous faites partie à adopter des meilleures pratiques qui s'alignent aux normes numériques du GC. Donc, comme je disais, les normes du numérique, l'idée, c'est basé sur l'équipe. Alors là, je vais passer la parole à Isa qui va vraiment, elle, vous parler des compétences en matière du numérique pour tous les fonctionnaires qui sont plus peut-être sur une base individuelle. Merci. Merci, Roxane. Effectivement, au secrétariat du Conseil du Trésor, nous travaillons depuis un an et un petit peu plus, sur un ensemble de compétences numériques pour tous les fonctionnaires en réponse à une lettre de mandat du premier ministre
Alors, comme Roxane a mentionné, les normes numériques sont plutôt destinées à un guide pour des équipes. Mais ici, les compétences numériques que je vais vous présenter sont plutôt destinées à vous en tant qu'individu et en tant que fonctionnaire dans l'ère du numérique. Peu importe votre rôle et peu importe votre ministère, ces compétences s'appliquent à vous et nous vous encourageons à les prioriser dans votre apprentissage selon votre maturité numérique. Elles ne sont pas encore officiellement lancées, elles vont l'être au cours de la prochaine année fiscale, mais elles sont assez stables aujourd'hui pour pouvoir vous partager un petit aperçu spécial. Alors, les 6 compétences fondamentales qui ont été identifiées sont, premièrement, la littératie numérique. Alors, on parle ici de votre capacité globale à choisir, à utiliser des outils technologiques pour vous aider à mieux collaborer, créer, communiquer, entre autres. Et si vous faites partie des gens qui disent « je ne suis pas techno », et que vous voyez les technologies comme un fardeau plus qu'un avantage, cette compétence est pour vous. Alors, ça signifie d'être capable d'utiliser une variété de technologies, d'outils techniques et de plateformes selon le type de tâche. Et aussi d'être proactif dans le partage des connaissances, les meilleures pratiques et l'expertise en matière d'outils techniques avec vos collègues. Vous découvrez un outil qui est super pratique, qui vous rend plus productif, partagez avec vos collègues. Deuxièmement, on a l'intendance de l'information et des données. En tant que fonctionnaire, nous traitons de l'information et des données à tous les jours et il est primordial qu'on soit tous en mesure de la gérer, de l'utiliser, de la partager adéquatement pour informer notre travail et nos décisions. Cette compétence signifie donc que vous connaissez plusieurs sources de données qui vous sont disponibles et que vous avez le réflexe de les utiliser pour informer vos projets, vos recommandations, vos décisions. Et vous comprenez très bien aussi la différence entre, vous comprenez bien les différents niveaux d'information protégée, hein? Protégée A, B, C, qu'est-ce que ça veut dire? Et la notion de renseignement personnel. Encore là, ces normes-là sont pour tout le monde. On ne parle pas de spécialistes nécessairement ici. Donc, c'est vraiment une attente qu'on a pour tous. Troisièmement, vigilance face à la sécurité. Nous avons tous le potentiel d'être le maillon le plus faible de la sécurité du gouvernement du Canada. Notre réseau, si vous ne le saviez pas, est attaqué à tous les jours. Ce n'est pas parce que vous n'entendez peut-être pas parler que ça n'arrive pas à tous les jours. Alors, il est donc primordial qu'on soit capable aujourd'hui d'assurer la sécurité de nos systèmes, de notre pays, en sachant les pratiques de base en termes de cybersécurité, sans en être nécessairement des spécialistes. Ce que ça veut dire pour vous, c'est d'être capable de reconnaître l'impact des mauvaises pratiques en matière de cybersécurité, d'être un ambassadeur ou une ambassadrice des meilleures pratiques en matière de cybersécurité dans votre environnement de travail et de rechercher activement des ressources, des formations pour améliorer vos connaissances en cybersécurité. Roxane vient de l'Académie du numérique. Il y en a des cours de base par rapport à la cybersécurité. Si vous êtes le type de personne qui se fait facilement hacker son compte Facebook ou son compte de banque dans votre vie personnelle, par exemple, c'est un indice que vous devriez rehausser vos compétences dans ce domaine-ci parce que vous allez démontrer ces mêmes types de faiblesses au travail. Et la quatrième, la responsabilité numérique. Avec la présence quotidienne de technologies,
vient une responsabilité grandissante de comprendre le pouvoir et l'impact des outils qu'on utilise. Vous avez probablement tous essayé ChatGPT ou une autre intelligence artificielle générative, mais est-ce que vous avez une bonne compréhension d'où vient cette information qui vous est donnée, de son potentiel de biais ou de son potentiel d'inexactitude qui ressort? Est-ce que vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas téléverser dans ce genre d'outils? Est-ce que vous avez une excellente compréhension de vos responsabilités en lien avec l'utilisation des médias sociaux dans votre vie personnelle versus professionnelle? Est-ce que vous avez la pensée analytique nécessaire pour prendre des décisions éthiques dans l'ère numérique? Alors, c'est ce qu'on sous-entend à travers cette compétence-là. Ensuite, la compétence d'interaction inclusive. Ici, on parle de collaboration et de communication écrite ou verbale via l'Internet, par exemple. Est-ce que vos façons de collaborer et de communiquer sont inclusives dans tous les sens du terme? On ne parle pas juste d'accessibilité ici. Ce que ça veut dire, c'est est-ce que vous utilisez, trouvez et faites la promotion des informations, des outils, des plateformes inclusifs et accessibles? Est-ce que vous faites preuve d'attention dans l'utilisation d'un langage inclusif et d'une mise en forme accessible lorsque vous créez des documents, des présentations, lors de communication sur des plateformes numériques et ou de la conception de solutions numériques selon votre rôle au gouvernement? Est-ce que vous cherchez à apprendre continuellement les bonnes pratiques et savez vers qui ou vers quelles ressources vous tournez pour des questions? Et la dernière compétence, c'est l'amélioration en continu. C'est une de mes préférées. En tant que fonctionnaire, on travaille souvent dans un environnement de processus en cascade assez rigide, hein, on va se le dire. Mais il y a toujours moyen d'adapter nos façons de faire. Est-ce que vous avez le réflexe d'analyser votre façon d'aborder un projet ou un processus et de questionner et re-questionner aussi si c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? Est-ce qu'il y a moyen d'expérimenter de nouvelles approches, de livrer une partie du livrable plus rapidement et de l'améliorer avec des rétroactions et différents points de vue de collègues, d'utilisateurs, de parties prenantes? Est-ce que vous cherchez régulièrement à acquérir en continu des nouvelles compétences et connaissances et à profiter des opportunités de développement que vous pourriez par la suite appliquer à votre travail? Alors, ça fait le tour. Voilà, c'est ce que nous prônons comme compétences fondamentales pour tous les fonctionnaires, peu importe qui vous êtes et ce que vous faites comme travail. Je le redis, on ne parle pas ici de spécialistes, on parle de capacité, de connaissances, de compétences fondamentales pour tous dans l'ère du numérique. Et c'est pas juste au Canada que ces genres de compétences-là sont encouragées. Alors, je vais céder la parole à Catherine d'Apolitical qui va nous parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Voilà, merci Isa. Je vais parler un peu des meilleures pratiques dans le monde, pourquoi les chercher, les apprendre et où est-ce qu'on peut les trouver. Quelques exemples. D'abord, pourquoi il est crucial de regarder au-delà de nos frontières pour trouver l'inspiration et des conseils dans notre travail. D'abord, c'est peut-être simple, mais économiser des ressources.
Premièrement, s'engager dans les meilleures pratiques internationales nous aide à économiser des ressources essentielles comme le temps et l'argent, très important dans tous les gouvernements. Deuxièmement, renforcer son dossier et réduire des risques. Donc, s'appuyer sur des exemples internationaux, ça enrichit non seulement notre compréhension, mais ça renforce également nos arguments lorsque nous proposons de nouvelles initiatives. Et enfin, pourquoi favoriser la maîtrise? S'engager avec la communauté mondiale de la fonction publique favorise la maîtrise dans notre domaine. Il nous expose à un large éventail de pratiques, de défis et de solutions, élargissant nos horizons professionnels. Et je vais passer maintenant à où est-ce qu'on peut trouver tout ça. Il y a quelques exemples ici, ce n'est pas tous les exemples, mais juste quelques-uns pour donner des idées. Il y a des plateformes comme l'OCDE et Apolitical qui sont des trésors de bonnes pratiques. Pour donner un peu de contexte et pour être clair, Apolitical, où je suis une directrice, c'est une plateforme pour les fonctionnaires comptant 200 000 membres, et ça c'est mondial, et 60 000 au Canada, si je ne me trompe pas. Notre mission est de soutenir les fonctionnaires en partageant les meilleures pratiques dans la communauté mondiale. Et on fait ça avec des articles qui sont des articles écrits par des fonctionnaires, des événements et des courses en ligne. Et vous pouvez regarder tout ça, c'est ouvert pour tous les fonctionnaires. Pour tous les fonctionnaires, non seulement au Canada, mais partout. Un deuxième exemple pour où est-ce qu'on peut trouver ces pratiques, ces exemples, c'est de choisir et de suivre des dirigeants d'opinion. Il y a quelques exemples ici, vous connaissez déjà peut-être Sean Boots, il travaille dans le gouvernement de Yukon. Ryan Andrusoff, il est le fondateur de Think Digital. Et Pia Andrews, qui était dans le EDSC en Canada, après récemment à Amazon, et maintenant elle est la responsable des données pour le gouvernement d'Australie. Il y a d'autres exemples, mais si vous cherchez, vous pouvez trouver des exemples ici ou d'autres LinkedIn, des newsletters, etc. C'est très utile de trouver des dirigeants comme ça. Et enfin, je vais parler un peu des communautés internationales de pratique. La participation dans des communautés de pratique internationales et dans des événements mondiaux offre des opportunités de réseautage, de collaboration et d'apprentissage. Et il y a quelques exemples là aussi. Je vais maintenant tourner aux quelques études de cas. Et juste toi ici, bien sûr, il y a plein d'autres. D'abord, et ça, c'est des exemples de meilleures pratiques. Et je vais commencer par l'Ukraine. Et encore, vous connaissez déjà peut-être le DIA. C'est une application mobile qui connecte 19 millions d'Ukrainiens à plus de 120 services gouvernementaux. Et depuis l'invasion en 2022, DIA est utilisé comme une plateforme essentielle pour soutenir les Ukrainiens déplacés et fournir des services à ceux touchés par la guerre. Et c'est un service qui est c'est un exemple de bonne pratique et dans des cas, bien sûr, c'est pas le meilleur, c'est pas facile. Bref, mais c'est un exemple qui était, il y a des experts qui ont lancé ça très, très vite et ça fonctionne toujours et ça fonctionne très, très bien. En Inde, un deuxième exemple, c'est un peu différent, mais c'est un numéro d'identité, ça s'appelle Aadhaar. Et c'est un numéro d'identité unique à 12 chiffres qui est obtenu par tous les résidents de l'Inde.
Et c'est sur la base de leurs données biométriques et des données démographiques. Et c'est le plus grand système d'identification biométrique au monde. Et enfin, le troisième exemple, c'est un peu différent. Ça, c'est un programme de formation. Le programme d'excellence numérique du Royaume-Uni, c'était un programme de formation conçu pour aider à construire et à diffuser une culture numérique et des données dans l'ensemble de la fonction publique. Et c'est un programme qui a été développé avec la London School of Economics. Et ça propose une formation sur des sujets tels que l'IA aux hauts fonctionnaires qui ne sont pas des spécialistes, mais c'est des généralistes. Et c'est conçu pour aussi, c'est un peu l'équivalent au Royaume-Uni des normes relatives au numérique du gouvernement du Canada. Très similaire, il y a des parallèles. Et le programme c'était conçu pour diffuser ces normes et ces compétences pour tous les fonctionnaires au Royaume-Uni. Et voilà, juste quelques exemples. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup donc, à vous trois pour ces présentations. Nous allons maintenant répondre aux questions du public. Donc, comment ça fonctionne? Donc, veuillez utiliser la fonction Q&R, donc aux membres du public, pour poser vos questions. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez voter pour les questions que vous aimez en utilisant le pouce levé, donc thumbs up. Donc, je vais passer à travers les questions. Puis, comment on va fonctionner, c'est que vous allez répondre aux questions. Donc, nos panélistes vont nous répondre le plus rapidement possible afin que nous puissions couvrir davantage de sujets. Donc, je vais poser la question à un membre du panel qui y répondra. Les autres peuvent ajouter des éléments ou discuter, mais à condition qu'on reste dans le vif du sujet, bien entendu. Et à nos participants, toutes les ressources qui sont mentionnées donc, seront également partagées sur Wiki après l'événement. Donc, je vais aller regarder dans les questions et réponses. On a quand même quelques questions qui sont entrées. Donc, je vais commencer par la plus populaire. Donc, on nous demande s'il y aura des formations obligatoires qui vont être demandées, qu'on va demander de compléter à tous les fonctionnaires au regard des compétences en matière numérique. Je pense que je vais demander à Isa de reprendre cette question-là. Oui, je peux commencer. Je ne sais pas si Roxane va vouloir rajouter quelque chose. Je dirais, j'ai deux parties à ma réponse. En tant que formation obligatoire, c'est plutôt le mandat des sous-ministres de chacun des ministères pour identifier les formations obligatoires pour tous leurs employés en fonction de leurs priorités ministérielles. Il y a juste un cours qui est obligatoire réellement à travers la fonction publique pour tous les fonctionnaires, puis c'est la formation en lien avec RH à la paye. Mais sinon, c'est plutôt le mandat des sous-ministres d'identifier. Il y a d'ailleurs plusieurs ministères, par contre, qui ont identifié une couple de produits là, de l'Académie du numérique comme étant obligatoires pour leurs employés. Je pense notamment au cours numérique en pratique en est un, mais Roxane en a probablement une couple d'autres qui ont été identifiés. Alors, il y a ça, puis il y a le fait que c'est pas tout le monde qui a la même maturité numérique puis qui a les mêmes besoins. On part toutes de différentes places, différentes compétences. Alors, plutôt de regarder là, c'est quoi votre niveau à vous de maturité numérique et c'est quoi vos besoins, comment vous pouvez aller vers l'académie. Là, justement, ils ont beaucoup de recommandations de formation de différents formats, différents types et qui vont adresser là, différents besoins. Alors, ça serait ma suggestion. Roxane? Oui, merci Isa. Oui, je pourrais ajouter que c'est vrai qu'il y a certains ministères qui ont déjà identifié certaines de nos formations à l'Académie du numérique comme étant obligatoires. Donc, comme on sait qu'il y a certains ministères qui ont déjà mis le cours d'introduction ou c'est découvrir la cybersécurité, je crois en français, là.
Et puis, donc, on sait qu'il y a certains ministères qui l'ont déjà indiqué comme étant obligatoire là, à compléter pour leurs employés. Donc, ça en est un qui me vient en ligne, pas en ligne, mais en tête. Puis oui, je pense qu'il y avait certaines autres formations là, qui avaient été identifiées comme peut-être pas obligatoires à contraire, mais qui faisaient partie de certains programmes d'apprentissage dans certains ministères. Reste que toutes ces formations-là sont vraiment disponibles et ouvertes à tous. Et puis que ça va toujours vous donner un coup de pouce vers l'avant de venir consulter puis d'apprendre avec nous. Puis il y a surtout plusieurs formations qui sont de très courte durée, donc des micro-apprentissages là, qui peuvent des fois juste vous guider un petit peu à gauche ou à droite vers un peu clarifier qu'est-ce qui vous intéresse avant de vous lancer dans un cours qui est peut-être un petit peu plus long. Merci. Merci. Bon, on va continuer. Ah, attendez. On va continuer tout de suite avec Roxane. On va enchaîner. Puis la question qu'on nous pose, c'est de savoir quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre des normes numériques à la fonction publique. Oui, et ça, c'est une question qui est toujours intéressante parce que je pense que ça va un petit peu selon les perspectives de chacun. C'est une question qu'on pourrait qualifier un petit peu d'épineuse. Mais je dirais que souvent, là, les obstacles dont on va parler, c'est un manque de visibilité. Comme tout à l'heure, hein, vous avez vu, il y en a 39 qui n'étaient pas au courant de l'existence des normes du numérique. Donc, ça, c'est ça qu'on veut dire par un manque de visibilité. Donc, c'est un manque de que les gens, ils sont pas au courant, ils savent pas que les choses existent ou ils disent, ah, je crois que je sais qu'il y a quelque chose, mais ils n'arrivent pas à les trouver. Donc, ça, c'est un des obstacles. Issa, il a touché aussi un petit peu sur la culture qui est peut-être moins propice à l'expérimentation. Donc, on a une culture qui est peut-être plus au niveau de l'organisation, qui est plus cadrée sur les processus, donc d'y aller étape par étape, une en arrière de l'autre. Et donc, ça, c'est nécessairement un petit peu moins propice à l'expérimentation. Euh, Peut-être la dernière chose que je dirais, c'est un manque de compréhension des nouvelles façons de travailler en lien avec l'ère du numérique, où souvent on va percevoir plutôt le risque au lieu d'y voir une opportunité. Donc, un petit peu comme ça parlait tout à l'heure au niveau des itérations, ben, au lieu de voir le processus itératif comme une opportunité de réduire le risque, c'est-à-dire qu'on peut identifier tout de suite, oups, ça on s'est trompé, ça ne fonctionne pas, il faut ajuster le tir, corriger un petit peu, puis on n'a pas investi beaucoup, hein, Catherine le mentionnait, temps et argent, super important. Ben, on n'a pas investi beaucoup de temps, puis on n'a pas nécessairement investi beaucoup d'argent quand on, tout de suite, très tôt, lance quelque chose, puis on l'essaye. Ça nous permet de tout de suite faire les ajustements. Et donc, ça devient une opportunité d'être plus efficace plutôt qu'un risque de dire, ben, on se lance avec quelque chose qui n'est pas trop fini, puis on n'est pas sûr de qu'est-ce que ça va donner. Donc là, c'est une question de perspective, donc il faut changer un peu là, la perspective. Si je peux rajouter aussi, je pense que à la base, là, un gros obstacle, puis c'est un peu pour ça qu'on a travaillé sur des compétences pour tous les fonctionnaires, plus au niveau individuel, parce qu'avec les normes numériques, comme Roxane l'a dit, ça touche peut-être plus au niveau des équipes, des façons de travailler, des façons de livrer des services. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde se voit dans la culture numérique au gouvernement. C'est pas juste, il y en a souvent qui vont dire, ah, le numérique, c'est pour les spécialistes en TI. Pas du tout. Ou c'est juste pour ceux qui travaillent dans un service aux citoyens, dans une livraison, une conception de service. Pas du tout. Ce qu'on vous a montré comme compétences proposées, c'est quelque chose que peu importe le coin du gouvernement où vous travaillez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est vos façons de travailler que vous êtes capable d'adapter. Puis parfois, ce n'est pas des gros changements, mais en termes d'agilité, là, parfois, c'est juste des petits changements à la fois aussi. Merci pour vos réponses. Donc, si on comprend bien, en fait, le changement commence par soi-même. Donc, déjà d'être à cette formation-là, merci à nos participants. Je pense que ça vous donne déjà un peu plus de pouvoir pour regarder ces obstacles-là et voir où vous pouvez mettre donc, votre pierre à l'édifice aussi. Je vais passer donc à la question suivante très rapidement, puis on pourrait commencer par Catherine.
puis ensuite, les autres, sentez-vous à l'aise de rajouter. Donc, on nous demande de faire part d'exemples de réussite en matière de mise en œuvre ou de transformation numérique dans des ministères, donc au Canada ou à l'étranger, et aussi de penser peut-être aux enseignements. Est-ce que vous pouvez nous dire les enseignements qui peuvent être tirés de ces réussites-là? Une bonne question. Je veux pas dire que je suis experte dans tous les exemples des ministères de Canada. Je peux parler un peu il y a un cours qui vient de se lancer sur Apolitical avec StatCan. C'est une bonne introduction pour apprendre un peu plus sur pas exactement la transformation numérique, mais des données. Et donc, ça va être bien sûr gratuit pour tous les fonctionnaires, pour tous ce qui travaille dans le gouvernement du Canada. Et je pense que c'est un bon exemple d'un ministère qui a cherché comment diffuser ses idées et comment les faire plus accessibles. Mais ça, c'est juste un exemple que je connais bien parce qu'on travaille avec StatCan. D'autres exemples, je peux parler un peu, j'ai parlé déjà un peu du Royaume-Uni, c'est un autre exemple que je connais très bien parce qu'on travaille également avec l'équivalent un peu de, c'est le ministère des données et des numériques. Mais je pense que je dois passer peut-être à Isa et Roxane de parler un peu des exemples dans d'autres ministères, parce que ça, c'est juste des exemples que je connais bien dans ma domaine et political. Je ne sais pas, Roxane, si vous avez des études de cas, peut-être en particulier parmi vos produits. De mon côté, il y a quelques exemples qui viennent en tête, comme je sais qu'il y a du bon travail du côté de Service Canada en termes de prestations de services là, qui sont en train de refaire, des refontes, si on veut. Puis parfois, quand je suis moi-même utilisatrice de certains services, je vois des petites victoires. Puis pour moi, je vois ça comme des grosses victoires parce qu'on est une grosse machine. C'est pas comme si on va arriver un jour avec une petite baguette magique puis on va tout régler les problèmes à l'intérieur d'une même année fiscale. Hein. Fait que parfois, c'est difficile à mesurer, c'est difficile à voir, mais je dirais que c'est un travail en continu. C'est à travers l'agilité, des petits changements, des changements culturels, des changements dans nos comportements, nos compétences individuelles, des changements dans nos façons de travailler. Tout ça s'accumule et contribue là, à cette fameuse transformation numérique. Oui, donc je vais juste rajouter ça que dans mon intervention tout à l'heure, je parlais de l'étude de cas qu'on a enregistrée avec le groupe du guichet emploi. Donc, je suis en train de voir là, avec l'équipe pour vous partager le lien là, dans le clavardage. Donc, ça, c'est une qu'on a fait et que je connais un peu mieux puisque c'est ça, c'est nous qui l'avons fait. Puis j'allais sinon mentionner le cas de Service Canada, mais Isa en a déjà parlé. Donc, ça, c'est un autre exemple qui me venait en tête. Merci pour vos réponses. Donc, je veux juste rappeler à nos participants, on vient de recevoir le lien donc, de l'étude de cas dont Roxane parlait, donc merci pour le rappel. Puis, je veux rappeler aux participants aussi s'il vous plaît, postez vos questions dans les QR et n'hésitez pas aussi à voter pour celles auxquelles vous deviez avoir des réponses. Je vais me lancer dans donc, la prochaine question qui a le plus de upvotes. C'est quelqu'un qui demande, je suis un nouvel employé du GC, quelles sont les compétences numériques les plus importantes que je devrais acquérir? Je vais prendre une volontaire pour répondre. Vas-y, Roxane. Elle me lance la balle chaude, on dirait. Non, mais vraiment, je dirais que
les compétences les plus importantes. Ça dépend un petit peu de où on travaille, dans le sens que si on travaille dans un milieu qui est vraiment axé sur les données, parce qu'on est dans un poste d'une équipe plus ça, je dirais que faut se concentrer là-dessus sans aucun doute. Mais de façon plus générale, là, je dirais avec la collaboration. Donc, là, moi, je pense plus aux normes du numérique parce que les compétences, je les ai, j'ai aidé un tout petit peu, mais vraiment, ça, c'est plus au niveau du domaine des arts. Mais au niveau des normes, là, je dirais vraiment aller avec collaborer largement, travailler ouvertement. Donc, c'est assurer que on n'hésite pas à aller chercher les autres, leurs compétences, leurs expertises, leurs perspectives. Et je m'excuse, moi, je suis dans une pièce où la lumière se ferme toute seule. Et donc, parfois, vous allez me voir bouger les mains. C'est pour m'assurer que ça ne s'éteint pas, autrement, ça devient tout sombre. Euh, donc, oui, ça me déroute totalement. Mais oui, donc c'est ça, collaborer largement, travailler ouvertement. Et ben, ici, je dirais avoir toujours, ça va dans la vigilance à la cybersécurité un petit peu aussi disant, toujours vraiment penser à la protection des données, des renseignements personnels à la base quand vous faites quelque chose. Donc, des fois, on veut aller utiliser un nouvel outil en ligne, hein. Il y a beaucoup de SaaS qui sont disponibles vraiment facilement, puis c'est très, très tentant pour nous aider. Fait que des fois, c'est juste de prendre une pause, de réfléchir un petit peu pour avoir cet aspect de protection des renseignements et des données. Et puis, ben, c'est un petit peu en lien aussi avec, on est dans la semaine de protection des données cette semaine. Donc, une petite blog ici pour les gens qui s'en occupent. Mais c'est ça, ça serait les choses auxquelles je pense. Je passe la parole à Isa, ça va ajouter. Moi, j'en aurais deux concrètes et très faisables à rajouter. La première, en lien justement avec les interactions inclusives, très honnêtement, moi, je trouve ça inacceptable quand j'entends quelqu'un, que ce soit un collègue ou autre, qui dit « Moi, je ne suis pas experte ou expert en accessibilité. » C'est plus quelque chose qu'on devrait dire aujourd'hui. On a besoin d'experts en accessibilité, mais on devrait tous connaître très bien les outils d'accessibilité qui nous sont tous disponibles à travers PowerPoint et Word, par exemple, qu'on a tous. On devrait tous comprendre les fondamentaux comme l'ordre du texte. Pourquoi c'est important l'ordre du texte et l'utilisation des titres? On devrait tous comprendre quand est-ce que je devrais rajouter un texte alternatif à l'image dans mon PowerPoint ou mon Word, puis quand est-ce que c'est décoratif. Que ça soit accessibilité pour, oui, pour les non-voyants, les malentendants, mais il y a toutes sortes de types d'accessibilité qu'on peut au moins avoir une compétence là, de base commune pour s'assurer, pour pouvoir être un milieu de travail inclusif. Vous ne savez jamais où va atterrir ce document-là que vous avez écrit ou développé. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire mieux, puis d'ouvrir là, de développer nos compétences de ce côté-là. Merci. Ouais, je pense que ça répond parfaitement bien à la question qui a été posée. Je pense que Roxane a commencé à toucher un peu là-dessus en parlant de l'intelligence artificielle. Puis notre prochaine question, justement, c'est votre opinion au sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour nous assister à accomplir nos tâches. Donc, je vais redire donc, ce que Roxane nous a expliqué, c'est qu'il faut avoir le réflexe d'aller regarder, de voir un peu au niveau de la protection des données. D'être sûr qu'on ne va pas divulguer des données qui ne devraient pas l'être. Mais est-ce que vous avez d'autres opinions à partager à ce sujet-là? Je vais m'aventurer à demander à Catherine, mais si c'est pas, on peut passer. D'accord. Pardon. Je vais essayer de partager dans
dans le chat un lien pour une communauté de pratique qui a des fonctionnaires qui s'intéressent dans l'IA, des fonctionnaires partout dans le monde. C'est pas des spécialistes, il y a des spécialistes, mais c'est pour tous qui s'intéressent. Aujourd'hui, il y avait quelqu'un dans le gouvernement du Royaume-Uni qui a partagé leur, ils ont publié cette semaine, ils ont publié une guide pour tous les fonctionnaires au Royaume-Uni. Désolée, c'est pas un exemple de Canada, c'est juste top of mind pour moi. Et donc, c'était publié, c'est un guide pour tous les fonctionnaires, comment travailler avec l'IA générative. Qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut se demander, etc. Donc, ça, c'est un guide, c'est public, tout le monde peut le regarder. Et il y a plein d'articles, plein de ressources là qui sont partagées. Il y a aussi des études de cas. Il y a, je pense en particulier, il y a un cas d'étude dans la ville de Kelowna, en Canada, où il y avait un projet, une expérience dans l'IA. Et je pense qu'il y a... On peut lire un peu, il y a des cas d'études publiés déjà à propos de ça. Et ça, c'était un exemple qui était aussi partagé dans la communauté. Je vais m'arrêter là parce que je vois que je vais passer peut-être à Isa et Roxane. Merci, Catherine. La seule chose que j'ajouterais peut-être, c'est, donc oui, à l'école, on a lancé une série de micro-apprentissages qui s'appelle Série Travailler à l'aide de l'IA. Et donc, il y a déjà 2 articles qui ont été publiés. Et donc, un est vraiment comment utiliser l'intelligence artificielle pour les notes de service. Et ça touche un peu sur la protection des données que je mentionnais, puis un peu sur les points qu'Isa aussi elle avait mentionné là, au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, puis le réflexe qu'on doit penser et qu'est-ce qu'on met là-dedans ou pas. Et donc, puis l'autre article, c'est au niveau de l'intelligence artificielle générative. Donc, on mettra le lien là, disponible aussi pour les participants. Isa? Non, je dirais, je pense que vous avez fait le tour, là. C'est sûr qu'on a encore beaucoup à découvrir, hein. Il y a des avantages. Ça peut nous aider potentiellement à être plus efficace dans certains types de tâches, mais c'est ça. Il faut juste qu'on soit outillé et qu'on s'outille soi-même aussi pour bien comprendre ces outils-là, les avantages et les risques aussi. Merci infiniment pour vos réponses à toutes ces questions-là. Donc, que dire à part que vous êtes une mine de connaissances, mesdames, merci beaucoup. Je sais que moi, personnellement, j'ai beaucoup appris et je manquerai pas de regarder donc l'enregistrement sur la page YouTube du réseau ou d'écouter la série de balados la prochaine fois que j'aurai des questions à ce sujet-là. Donc, pour nos participants, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'un ou l'autre des sujets, consultez la page des ressources du wiki du camp des carrières 2024. N'hésitez pas. Donc, ceci nous emmène à la fin de notre session de cette session et on espère que vous aurez donc à travers la présentation de nos 3 panélistes appris la signification du terme numérique dans le contexte de la fonction publique, mais également que vous savez maintenant un peu plus sur les compétences numériques essentielles pour les fonctionnaires. Nous espérons aussi que vous avez pris conscience des outils et des ressources à mobiliser pour apprendre et développer ces compétences numériques-là. Et enfin, à utiliser les normes relatives au numérique du gouvernement du Canada pour faire avancer votre carrière et promouvoir un changement positif dans la fonction publique. Le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux organisera des journées d'apprentissage en personne dans tout le pays. Donc, veuillez à vous inscrire rapidement pour garantir votre place, car ces sessions afficheront complet assez vite. Des informations sur la manière de s'inscrire et sur les villes qui accueilleront des événements sont disponibles sur le carrefour d'apprentissage du RJFF.
Donc, tout de suite avant de finir, nous avons donc une toute dernière question de sondage. Et le résultat de ce sondage ne sera pas communiqué. Donc, on vous demande, c'est à des fins de sondage. Voilà. Ça s'affiche tout de suite normalement. Bon, donc merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Donc, ça conclut les sessions de la 3e journée. Ne manquez pas de nous joindre jeudi à 13h, heure de l'Est, pour une autre journée passionnante du camp des carrières. Vous aurez également l'occasion de vous rendre dans les kiosques et de discuter avec des membres des communautés de 15h30 à 16h30. Donc, pour naviguer dans l'expo et les kiosques, c'est simple, vous allez à l'onglet Expo dans le menu du hall. Vous êtes maintenant entré dans l'expo. Donc, vous pouvez déplacer votre avatar pour accéder aux stands. Puis, à l'intérieur de chaque stand sur lequel vous cliquez, vous verrez une description de la communauté GC et le logo qui correspond. Vous verrez également un espace réunion. Il s'agit d'une réunion Zoom organisée par un représentant de cette communauté GC. Vous pouvez participer à cette réunion pour poser des questions aux représentants. Appuyez sur le bouton bleu « Participer » pour participer à la réunion Zoom, et le lien vers toutes les sessions ainsi que les événements de réseautage se trouve sur la page principale de Zoom Events. Encore une fois, les ressources seront disponibles sur la page wiki et les enregistrements de cet événement seront disponibles sur la chaîne YouTube du réseau. Puis, vous avez devant vous donc les prochaines sessions pour la suite du camp de carrière. Encore une fois, merci pour votre présence. Merci à nos panélistes et bonne fin de journée.